Saga Storyfy présente 4 femmes sous la Révolution, écrit par Sabrina Kiffner, lu par Faïda Lovero. Avant-propos. Ces 4 nouvelles sont basées sur des biographies historiques. Le but de ce livre est de leur rendre hommage quelles que soient leurs convictions ou leur ascendance, et de donner envie aux lecteurs de se repencher sur leur biographie historique. Comme dans mes romans plus épiques, le fond historique de ces récits est authentique. Néanmoins, les scènes sont inventées. Femmes de lettres, femmes du peuple, aristocrates par alliance ou par naissance, elles ont su contribuer aux événements pendant cette époque tumultueuse. L'existence de salons et de clubs spécifiquement féminins prouve leur volonté de participer au débat autour des idées nouvelles. Bientôt exclues des clubs importants comme les Cordeliers ou encore les Jacobins, elles fondent leur propre lieu de rencontre et d'échange. La prise de parole devient générale et s'étend sur tous les sujets de la vie sociale, de l'éducation et du statut juridique des femmes. Ainsi, on compte entre 1789 et 1793 plus d'une cinquantaine de clubs féminins voir le jour. Certaines loges s'ouvrent aux femmes et la Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité, entre autres, sera bientôt fréquentée par Sophie de Condorcet et Olympe de Gouges. En mai 1793, la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires est créée par quelques militantes populaires. Elles prêtent serment de vivre pour la Révolution et de mourir pour elle. La Convention, sous prétexte d'une dispute entre citoyennes à propos du port du bonnet rouge culminant dans une rixe, met une brusque fin aux revendications modernes des femmes en décrétant l'interdiction des clubs et des rassemblements féminins le 30 octobre 1793. Certaines propositions, comme la création d'un fonds pour les retraites imaginé par la pionnière Olympe de Gouges, ont été mises en place un siècle plus tard, d'autres jamais. Il est intéressant de porter un nouveau regard sur les destins de ces femmes. L'autrice a essayé de mettre en scène leur vie dans des esquisses basées sur des documents d'archives et des biographies historiques. Revenons au début du livre avec Louise de Pont-Bélanger, dite marquise du Grégo. Résumé. Nous sommes en 1795. Depuis 2 ans, la jeune vicomtesse de Pont-Bélanger se trouve seule dans son manoir de Trévarez. Son mari, un chef de la chouannerie de la première heure, a émigré pour combattre dans les rangs des princes de Condé et favoriser le renversement de la jeune République. La belle Louise du Grégo, mariée au vicomte normand depuis l'âge de 15 ans, a refusé de le suivre à l'étranger. Lorsque l'existence de sa famille et ses terres sont menacées, elle rencontre un protecteur qui l'aidera à préserver ses biens. Lazare Hoche. 1. L'histoire d'une intrigante. Louise de Pont-Bélanger. Dans quelques hameaux reculés du Finistère, fouettés par les vents d'ouest, persistent parfois les croyances les plus étranges. Selon une légende locale, errait entre les collines boisées autour de Saint-Goazec le fantôme d'une femme. À en croire les anciens, sa silhouette chevauchant un cheval fougueux ne se montre jamais de près. Son esprit malheureux, contraint à l'incapacité d'expier les trahisons commises dans sa vie terrestre, ne peut trouver la paix depuis plus de 2 siècles. Selon les rares témoins de ces étranges apparitions, l'Amazone était voilée dans un épais brouillard qui couvre fréquemment par ici les maigres pâturages autour de la Toussaint, la fête des morts. Un portrait de la noble dame mystérieuse a été conservé. Les cheveux poudrés, lissés au fer et relevés en un chignon sur la tête, ses petits yeux étincellent, les traits réguliers, le teint de porcelaine. Ses mains fines sont croisées sur le ventre. Le regard curieux semble fixer le spectateur. La marquise fut l'héritière de ce vaste domaine où on faisait jadis naître des chevaux de souche normande pour les meilleurs écuyers du roi. Un ultime époux l'avait enterrée près de son père dans la chapelle de Saint-Hubert. Peu de voisins s'étaient rendus à la modeste cérémonie, et les paysans du coin répétaient tout bas en breton aux jeunes gens
que fut un temps, sa beauté avait causé la perte de bien de braves. Les rumeurs ont la vie longue dans ces contrées imprégnées de croyances anciennes et de mystères celtes. Selon un descendant, la malheureuse était condamnée à errer dans le néant entre les deux mondes à cause du curé de cette paroisse isolée qui aurait refusé de lui accorder les derniers sacrements. Non seulement le prêtre s'était indigné de la conduite adoptée par la défunte au cours de sa vie, mais encore, aucun autre serviteur de Dieu n'était prêt à alléger son âme, perdue sous le poids de ses péchés, en bénissant son corps. Qui était donc la mystérieuse maîtresse du vieux château de Trévarez et de ses terres perdues au bout du monde, connue de son vivant sous le nom de marquise du Grégo? Le manoir des Ponts Bélanger est sous étroite surveillance. Des sentinelles armées arpentent les alentours, ainsi que l'unique chemin d'accès au hameau. Tout semble pourtant calme à l'intérieur des murs de granit de la bâtisse endormie. Lorsqu'un paysan s'approche de sa cour d'honneur. Le large couvre-chef du barbu est orné de quelques plumes d'oie. Chaussé de sabots en bois, il porte des espèces de guêtres à la manière des militaires et une courte veste de poils de bique noir sans manches. L'homme boite légèrement en s'appuyant sur un bâton auquel est fixé un objet étrange qui reflète les rayons de soleil et ressemble à la pointe d'un couteau. L'étranger échange quelques mots avec un jeune maréchal ferrant qui sert parfois de palefrenier et même tantôt de domestique au châtelain. Le garçon l'accompagne en échangeant quelques commentaires sur l'actualité du moment, dans l'attente que la vicomtesse daigne recevoir l'inconnu arrivé à l'improviste. Ici règne la charmante épouse d'un chef de la chouannerie de la première heure. Nous sommes à Kervoisec, sur la commune de Saint-Goazec, entre la vallée de l'Aulne et les sommets des montagnes Noires. Autrefois, se côtoyait sous les vastes toitures de ce manoir la fine fleur des descendants des princes de Bretagne. À l'exemple de ses prestigieux ancêtres, le couple s'était fréquemment adonné au plaisir de la chasse. Leur isolement champêtre était entrecoupé par de rares visites à la cour du roi et, de temps en temps, des réceptions somptueuses variaient les plaisirs de l'épouse du seigneur qui s'ennuyait facilement. La fille unique de la marquise du Beau du Grégo était une personne fort exigeante, avec une tendance incontestable à désirer les habits et accessoires les plus extravagants dont elle se lassait aussitôt que le vicomte pouvait les offrir à sa femme capricieuse. Puis arriva le 14 juillet 1789, et leur monde fut bouleversé. Langoureusement allongée sur une méridienne recouverte de peau de mouton, la vicomtesse offrait des perspectives aussi inespérées qu'insoupçonnées à un jeune officier de cavalerie assis dans un fauteuil en face. Il était en train de l'esquisser de quelques rapides traits à la mine de plomb, lorsqu'elle susurra « Tu vas être en retard, Lazare. Quant à moi, il faut que j'aille me rhabiller avant d'avoir la chair de poule. » Un bruit sourd à l'extérieur lui fit allonger son cou gracieux afin d'observer la cour d'honneur par la fenêtre, mais elle ne vit personne. Louise tressaillit lorsque l'on toqua doucement. C'était sans aucun doute Anne, la servante, pensa la belle brune. À travers la porte fermée, elle entendit la voix timide de sa domestique juvénile. « Madame, il y a un voyageur en bas. Il dit qu'il arrive de Vendée avec un message important. » La marquise se drapa dans une longue écharpe de soie blanche avant de se précipiter à la porte. D'une main, elle tint sa longue chevelure sur sa nuque et de l'autre, elle entr'ouvrit de quelques pouces avant de lancer « N'avais-je point demandé qu'on me laisse tranquille? Je n'attends personne. Qu'il laisse sa carte, je suis occupée. » La femme de chambre se confondit en excuses. « Pardonnez-moi d'insister, madame. Le voyageur arrive avec un message important pour votre époux. Il serait envoyé par un certain Monsieur Henri. Il n'a pas voulu me confier son billet. Il dit qu'il est prêt à attendre le temps qu'il faudra pour vous le remettre en main propre. » La marquise haussa le ton. « Dans ce cas, dis-lui de s'armer de patience, qu'il m'attende dans le petit salon bleu et qu'on lui serve à boire et à manger. S'il arrive de la Vendée, ce n'est pas la porte à côté tout de même.
Ensuite, tu iras chercher mon Amazone brune que tu m'apporteras avec mon corset anglais et mes nouvelles bottes à lacets. Qu'on me laisse au moins le temps de me rendre présentable. Bien sûr, madame. Elle referma la porte en lâchant de l'autre main son épaisse chevelure. En se retournant, Louise émit un petit cri. Son amant s'était approché d'elle sans qu'elle s'en aperçût. Vêtu de son rutilant uniforme d'officier supérieur, le vaillant géant disposait de toutes les qualités pour plaire aux femmes. Ses larges mâchoires étaient couvertes par de magnifiques rouflaquettes. Ses yeux rêveurs d'un bleu azur se perdaient dans le regard de la comtesse. En souriant, Lazare Hoche saisit calmement les franges dorées de son écharpe et suivit d'un œil avide les courbes généreuses de sa sublime maîtresse lorsque l'étoffe brodée de fleurs de lys glissa sur le parquet. Pendant ce temps, l'époux de la dite jeune aristocrate se trouvait sur le pont d'un navire, face au capitaine de ce bâtiment sous pavillon anglais disposant de 8 canons à chaque bord. Malgré la houle et une fine pluie qui fouettait le port de Southampton, le vicomte de Pont-Bélanger se tenait droit. À ses côtés participait aux négociations un chevalier de renom dont sa fonction d'ambassadeur de la maison de Bourbon, plus précisément du comte d'Artois, frère du défunt roi Louis XVI. En Bretagne, le chevalier de Tinténiac était connu sous le nom d'Arguen Blaise, le loup blanc. Le vicomte de Pont-Bélanger descendait d'une famille aussi prestigieuse que son accompagnateur. On pouvait facilement remonter la lignée de seigneurs normands de la branche d'Enfernay jusqu'au XIVe siècle. Son aïeul, Richard d'Enfernay, avait servi comme écuyer dans la compagnie du mythique connétable de France, du Guesclin. Le père du vicomte avait été reçu à la cour en 1784 et admis à ses honneurs sous le titre de comte d'Enfernay. Antoine d'Enfernay de Pont-Bélanger, né en 1759, était dans la confidence d'un complot autour du marquis de la Rouerie datant des premiers jours de la Révolution de 1789. Les seigneurs bretons engagés dans cette coalition s'étaient d'abord fixé le but d'obtenir le rétablissement de la province de Bretagne. Celle-ci venait de perdre ses privilèges supprimés par une loi votée le 4 août 1789, marquant la brusque fin de la souveraineté bretonne acquise par Anne de Bretagne depuis 1532. En unissant leurs forces aux rebelles survivants de la Vendée, après plusieurs années de lutte acharnée, soutenus par les 2 frères exilés du malheureux roi défunt, ces hommes caressaient l'espoir suprême de la restauration de la monarchie. Pont-Bélanger représentait en qualité d'officier général le mouvement de la Chouannerie, qui désignait les forces contre-révolutionnaires au nord de la Loire. « L'heure est grave, mes amis », annonça le chevalier de Tinténiac d'un ton complice. La nation continue d'envoyer des troupes de volontaires à Nantes et à former de jeunes recrues pour écraser notre mouvement. Nos amis vendéens ont été traqués et décimés, les maisons et châteaux brûlés, les paysans démunis. Les généraux les plus zélés de l'armée royale ont perdu la vie pendant la campagne d'Outre-Loire, ou depuis, du sein du Poitou jusqu'au jeune monsieur Henri. « À qui le dites-vous » demanda le capitaine. « Je voulais venir à leur secours devant Granville, mais notre escorte n'a pas eu l'autorisation d'approcher la côte. La mer était trop forte avec la tempête. »« Il paraît qu'ils étaient plus de 30 000 hommes armés, » fit observer le vicomte en faisant la moue. « Tout repose donc désormais sur les épaules de Charette, » remarqua le capitaine pensivement. « Sans oublier Stofflet, » rappela Pont-Bélanger. Le loup blanc lança. « Il suivra Charette pour une fois. La question est de savoir si nous réussirons à garder le secret absolu sur la date du débarquement. »« Je vous conseille de la fixer en fonction des marées, » l'interrompit le capitaine. « Bien évidemment, » rétorqua Tinténiac. Il connaissait la mer. Le commandant ne devait pas ignorer que le loup blanc avait été renvoyé de la marine royale sur ordre de Louis XVI bien avant la Révolution. D'une mine sérieuse, il s'empressa d'ajouter « Tout est plus simple pendant l'été. 2 chargements de fusils et d'uniformes seront livrés, et cette fois-ci, bien plus près du lieutenant général. Les navires mouilleront devant les plages au nord de la baie de l'Aiguillon. Monsieur Charette m'a dit avoir placé des vigies tout le long de la côte. »
Qu'a-t-il dit sur les conditions du traité de paix ? Voulut savoir le capitaine du navire. Sont-elles respectées sous le commandement de Hoche ? Plus ou moins, répondit Tinténiac. En attendant, le traité offre une trêve aux Vendéens. Ils ont besoin de reprendre des forces et de recruter de nouveaux combattants. Antoine de Pont-Bélanger commenta d'un ton cynique. Les paysans sont contrôlés aux portes de Nantes, paraît-il. Oui, confirma Tinténiac. Ils doivent enlever leur emblème du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai rencontré des gaillards qui ont été jusqu'à déposer le vieux fusil du grand-père en signe de bienveillance, tout en plaisantant avec les sans-culottes. Si les officiers de la Jaunais savaient que toutes ces armes rendues ne sont que des vieilles pétoires et que ces paysans sont assez espiègles pour ramener de la poudre à canon au retour, ils se garderaient bien de les laisser rentrer chez eux sans les fouiller. Les 3 gentilshommes éclatèrent de rire. Leur voix portait loin sur la mer, mais les espions placés par Lazare Hoche le long des quais n'avaient pas saisi le moindre mot de ces fidèles serviteurs de la royauté. Les silhouettes sur le quai se trahissaient en levant curieusement la tête vers le pont du navire. Certains d'entre eux auraient vendu leur mère pour connaître la source de l'amusement des 3 hommes réunis sur le pont du Trois-Mâts. Au logis des Pont-Bélanger, le voyageur vendéen s'était assoupi dans un fauteuil moelleux, après avoir dégusté des charcuteries devant le feu crépitant dans l'âtre. Les pas d'un cheval sur les pavés de la cour l'arrachèrent à son sommeil. Il se précipita vers la fenêtre et vit un officier dont l'uniforme laissait distinguer un grade élevé. L'idée que l'épouse de ce royaliste déclaré qu'on lui avait décrit en la personne de Pont-Bélanger recevait des visites de courtoisie de ce genre intriguait notre homme, et il se cacha adroitement derrière les somptueux rideaux de velours. Le paysan continua à observer le cavalier solitaire qui enfourcha sa noble monture et traversa au pas la cour d'honneur du logis. Arrivé sur le chemin, il prit le galop et disparut entre les arbres bordant l'allée qui relie la vaste propriété à la route de Saint-Goazec. L'étranger poussa un soupir. Pensif, il se laissa lourdement tomber dans le fauteuil moelleux et contempla les portraits des aïeuls de son hôte. Ce comte de Pont-Bélanger ne devait pas être issu de la petite noblesse, se disait notre homme tout bas, avant de se servir du vin d'une carafe que la servante avait posée sur un plateau préparé avec générosité. Notre ami s'était avidement jeté sur l'assiette de charcuterie, non sans cacher une couenne de lard au fond de sa poche. On souffrait de la faim dans sa contrée. Les Bleus avaient saccagé les fermes et confisqué le bétail pour venger l'implication de la population dans les conflits opposant la Vendée militaire aux intrus envoyés de la capitale par la Convention. Le chef des insurgés, l'irréductible Charette, nommé le Grand Brigand, était devenu l'homme le plus recherché de France. Le Vendéen sortit son couteau et utilisa sa pointe affûtée pour curer ses dents. Jolicoeur savait que la véritable paix se négociait à Bâle et que la livre venait d'être remplacée par le franc, mais il ne savait pas qu'un certain général corse venait de remporter ses premières grandes batailles en Italie. Pour l'instant, nous n'étions qu'au mois de mai. La domestique entra après avoir frappé. « Si vous voulez bien me suivre, monsieur ?» Le paysan reprit son chapeau élimé et le porta maladroitement devant la poitrine, comme s'il participait à une cérémonie religieuse. Derrière la camériste, il emprunta de larges marches en marbre clair sur lesquelles ses sabots émettaient un bruit sourd à chaque pas. La maîtresse des lieux l'attendait dans un boudoir minuscule, tapissé de velours rose pâle. Elle portait un corsage près du corps, soulignant ses courbes généreuses, et se tenait debout devant la porte entr'ouverte de ce qui devait être son antichambre. Un parfum enivrant régnait dans cette pièce. L'étranger s'arrêta sur le seuil de la porte. La jeune femme jeta un rapide regard désapprobateur sur ses guêtres boueuses avant d'encourager le voyageur. « Entrez donc, monsieur. Pardonnez-moi pour vous avoir fait patienter. J'étais retenu par une affaire urgente. Je suis tout à vous à présent.
Êtes-vous envoyé par monsieur de Charette ? Tout à fait, madame. Louise dévoila une rangée de petites dents bien alignées. L'étranger avait sans doute essayé de vérifier si elle était au courant de la situation actuelle en évoquant le nom du défunt, monsieur Henri. Il resta indécis, agrippé à son chapeau, en regardant ses sabots recouverts de traces de terre, avant de prononcer à voix basse. « J'ai un message secret à transmettre à votre mari. Il est revenu du front il y a peu de temps, paraît-il. » C'est exact. Monsieur de Charette est toujours bien renseigné à ce que je vois. Mon époux est en voyage à l'étranger. Je crains qu'il ne soit point de retour avant la Pentecôte. Quel est donc ce message ? Le Vendéen n'avait pas osé maculer le prestigieux tapis oriental sur le parquet de la pièce minuscule. La maîtresse de maison le vit hésiter longuement avant de répondre. « Votre mari est un ami du Loup Blanc. J'ai reçu l'ordre précis de délivrer mon message de vive voix à l'un de ces hommes. Je ne saurais vous le dévoiler sans enfreindre mes engagements. C'est une question de vie ou de mort, madame. » Louise riposta d'une voix veloutée. « Mais je ne vous demande guère de vous compromettre, cher monsieur. Vous vous êtes présenté à ma porte, à l'improviste, et je vous ai accueilli sans poser la moindre question sur votre identité. Il est hors de question que nous partagions des confidences qui pourraient mettre en péril ma personne ou la vôtre. » Le paysan la scruta, perplexe. La jeune aristocrate ne fut pas dupe de sa confusion et ajouta adroitement. « Je connais bien la position du chevalier de Tinténiac et je sais parfaitement qui se cache derrière les surnoms de nos chefs de guerre, mon ami. C'est simplement que je ne m'intéresse point aux questions politiques, à vrai dire. Elles m'ennuient profondément. Mais entrez donc enfin et asseyez-vous. J'aurais aimé vous proposer un café, mais vous devez être au fait de la situation désastreuse dans nos colonies. Ah, que voulez-vous, mon brave monsieur ?» Dans le silence qui s'ensuivit, elle s'empressa d'ajouter. « Hélas, je ne vois vraiment pas en quoi je pourrais vous être utile. » L'homme resta de marbre. Il était de taille moyenne, avec des tempes grisonnantes. Des mèches poivre et sel tombaient sur ses épaules. Il ne devait pas avoir connu la joie d'une toilette minutieuse depuis un certain temps. La comtesse plissait le nez. L'inconnu se racla la gorge et s'avisa enfin. « Vous me pardonnerez mon intrusion, madame. Je n'ai pas l'intention de vous déranger plus longtemps. »« Vous ne me dérangez aucunement. » La marquise cacha le menton derrière son éventail. De l'autre main, elle ôta le ruban retenant sa chevelure d'ébène qui s'étala en boucles brillantes jusqu'à sa taille. Le messager lança sèchement. « On me nomme Joli-Cœur et je porte le costume d'un simple paysan, mais évitons de nous fier aux apparences. Il suffira de renseigner votre époux de ma visite. Je vous en saurai gré, madame. Je me recommande à vos bontés. » Et il s'inclina d'un mouvement distingué avant de se retirer, avant que l'hôtesse n'eût le temps de sonner pour le faire accompagner par un domestique. La jeune femme leva un sourcil. Elle attendit d'entendre ses pas dans l'escalier avant de pouffer. « Joli-Cœur, voilà autre chose. » Louise s'installa devant le miroir à la petite table de toilette, cachée derrière un paravent, et brossa ses longs cheveux soyeux en suivant par la fenêtre le Vendéen traverser la cour en boitant. Elle réfléchit un instant. Si cet homme n'était pas le simple campagnard que son habillement suggérait, fût-ce raisonnable de lui avoir indiqué que son époux séjournait à l'étranger ? La servante avait annoncé un messager envoyé par monsieur Henri. Louise était néanmoins informée que le brillant et très jeune commandant de l'armée catholique et royale, Henri de la Roche-Jacquelin, avait disparu depuis plusieurs mois déjà. Cette confusion ne devait pas être le fruit d'un hasard, pensa la comtesse. Était-ce une manière de la déstabiliser pour voir sa réaction ? Louise fixa la grande glace et prit un large pinceau afin d'ajouter un peu de rouge sur ses joues. Satisfaite de l'élégant portrait reflété par son miroir, elle émit un sourire en saisissant une clochette sur la commode. « Anne ? Qu'on selle mon cheval, j'ai une course à faire. »
L'homme à qui les conventionnels post-thermidoriens avaient confié la mission quasiment impossible de réconcilier les populations de l'Ouest était songeur. Lazare Hoche rêvait les yeux ouverts en fixant les ornements en stuc du plafond. Allongé sur un divan, il s'était négligemment couvert d'un drap dans la chambre confortable d'un somptueux hôtel particulier transformé en auberge après la Révolution. Un page en livrée frappa doucement à la porte. À l'intérieur, Lazare Hoche se redressa et regarda autour de lui, à la recherche de sa chemise de nuit. « Qu'y a-t-il » lança sa grosse voix de baryton. « Une dame vous réclame dans la salle de réception, général. » Nu comme le Seigneur l'a créé, Lazare sauta du lit, incapable de démêler sa chemise de nuit qui se trouvait entortillée avec la bretelle d'une curieuse pièce de linge féminine. « Une dame » s'exclama-t-il. « Est-ce celle qui vient de me quitter il y a moins de 10 minutes ?»« Non, justement, citoyen, général. » Hoche poussa un soupir. Il ouvrit une malle et balança les étoffes enchevêtrées dans le fond avant de saisir son uniforme qu'il vêtit à même la peau. Quelques minutes plus tard, l'officier descendit dans le salon d'accueil où il tomba nez à nez avec sa maîtresse, la marquise de Pont-Bélanger. « Quelle surprise ! Bonjour, Louise. Quel bon vent t'amène ici ?» Sans un mot, elle se réfugia dans ses bras. Ses longs cils frémissaient lorsqu'elle clignait des yeux remplis de larmes. Jamais Lazare n'avait vu sa jeune maîtresse dans un tel état de confusion. « J'avais besoin de te voir » balbutia la belle écuyère. Il l'embrassa sur la joue et aperçut, à l'arrière-plan, 2 militaires s'approcher du comptoir. Habilement, il prit Louise par le coude pour l'entraîner vers la cage d'escalier. Elle le suivit en souriant. D'une main gantée, elle tenait un pan de son ample habit d'Amazone en montant les marches à ses côtés, tandis que son amant se félicita tout bas que le hasard ne lui ait pas fait croiser cette autre femme qui venait de quitter sa chambre. Rose semblait également très éprise de lui. Lazare Hoche venait ainsi de recevoir toute l'expression de sa gratitude pour avoir appuyé sa libération d'une sombre cellule de prison. Les 2 femmes le fascinaient chacune à sa manière. Rose, de par son esprit pétillant et ses yeux langoureux. Louise, pour son caractère rebelle et insoumis, et pour la générosité de ses tendresses. Et la liste de ses liaisons était loin d'être au complet. « Ton époux n'est donc toujours pas revenu ? Que pourrais-je attendre d'un homme qui a plus d'estime pour sa patrie que pour sa famille ? C'est le cas de tout bon soldat. Ne sois pas injuste, ma chérie. » Louise pouffa. « Il m'a abandonnée. Toi, tu ne laisserais jamais ton épouse sans nouvelles pendant plus de 2 mois. » « C'est vrai. » Arrivé en haut des marches, il ajouta d'un ton plus bas, presque inaudible. « N'oublie pas que moi, je ne serai jamais l'aide de camp du comte d'Artois, et je fréquente encore moins avec les Anglais. »« Qui t'a dit ça ?»« L'ami d'un ami de ton mari. » Il lui ouvrit la porte et elle s'arrêta sur le seuil, en laissant tomber le pli de son costume en nankin coulant qui caressait ses jambes, raffermies, comme il le savait, par ses galopades frénétiques en selle de dame. On lui avait rapporté ses escapades et les chasses à courre qu'elle continuait à organiser avec une meute de chiens toutefois réduite ces derniers temps. Sa visite ne devait pas être le fruit d'une coïncidence. Lazare Hoche savait pertinemment qu'une partie des terres du domaine de Trévarez venait d'être saisie. L'Amazone n'exprimait pourtant pas la moindre plainte et Lazare redécouvrait avec délice la douceur de ses attentions. Il comprit enfin que le lien entre lui et sa jeune amante venait de prendre une qualité nouvelle. Elle ne semblait pas consciente du danger qu'elle encourait en traversant seule, à cheval, les territoires contrôlés, encore et toujours par les insurgés bretons. Lorsque les feux de leur passion furent assouvis et qu'elle semblait s'assoupir dans ses bras, il essaya de la faire raisonner. « Cela devient trop dangereux de te promener ainsi dans la forêt, Louise. Entre les brigands qui contrôlent les territoires autour de Nantes et les rebelles cachés dans les sous-bois du Morbihan, notre joli secret finira par être découvert. Je t'ordonne de regagner ta propriété demain matin. » « Je n'ai à recevoir d'ordre de personne, mon cher ami. Même le vicomte de Pont-Bélanger s'est résigné à ne plus m'en donner. J'ai décidé de suivre l'appel de mon cœur et il m'a conduit tout droit à toi. »
En mai, fais ce qu'il te plaît. Ne connais-tu pas ce vieux dicton? Lazare scruta ses yeux de jade. Son regard reflétait une vivacité pétillante, mélangée à cette lueur mystérieuse et irrésistible propre aux femmes amoureuses. La jeune noble était dotée d'un caractère quasiment opposé à celui de sa docile Adélaïde. Sans compter Rose, qui avait adouci les heures interminables de son emprisonnement. Il s'était senti obligé de lui apporter du réconfort lorsque la veuve pleurait feu son époux à la prison des Carmes. Il ignorait encore que sa chère confidente, Rose de Beauharnais, s'apprêtait à susciter sa jalousie en séduisant un autre officier bien plus jeune qu'elle dans le but de retrouver un père aimant pour ses 2 enfants, Hortense et Eugène. « À quoi penses-tu, Lazare ?» La voix mélodieuse de la marquise arracha le militaire à ses rêveries. « Que je commence à comprendre les raisons pour lesquelles ton époux t'a abandonné, comme tu dis. »« Oh, tu es cruel, comme si c'était de ma faute. » Qu'en sais-tu, au fond? Il fait partie des hommes qui sont plus fidèles à leurs convictions qu'à leurs proches. Il faut dire qu'il n'avait pratiquement rien à perdre avant d'émigrer, puisque nos propriétés nous proviennent en grande partie de ma famille et non de la sienne. Leur logis est entièrement à restaurer. J'ai presque envie de dire que c'est un cadeau empoisonné pour la République. Elle gloussa. Hoche émit un soupir en se redressant lentement. Malgré les volets clos, il s'aperçut que la nuit était tombée, et lorsqu'il disparut derrière un rideau pour se soulager bruyamment dans un pot de chambre, il entendit son estomac gronder. Il était hors de question d'emmener Louise souper à l'extérieur. Lazare décida par conséquent d'envoyer son aide de camp à la recherche de quelques gourmandises. Lorsque son amant revint dans la chambre, Louise s'étira longuement, avec une souplesse féline. Elle avait dû s'endormir. Ses boucles soyeuses encadraient parfaitement la finesse de ses traits. Son regard brillant et la manière dont elle ouvrait ses bras témoignaient de la considération qu'elle avait pour Lazare. Il devait être son premier grand amour. Le général était conscient qu'elle ferait désormais tout ce qu'il lui demanderait, à condition de se montrer assez habile dans la suggestion de ses désirs. À quelques dizaines de lieues, dans une minuscule chaloupe qui traversait la brume, 2 hommes regagnaient le sol français dans la petite baie de Saint-Lunaire, non loin de Saint-Malo. Antoine de Pont-Bélanger était sur le point de se séparer de Tinténiac comme cela avait été convenu, dès qu'ils toucheraient la terre ferme pour le cas où leur arrivée aurait été observée par les gardes côtiers. Comme prévu, l'ambassadeur de M. d'Artois se tourna vers le pavillon de la Grande Plage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.